Alors, aujourd'hui, on a reçu nos deux boîtiers de NAS qui sont ici. Donc, c'est du Jonsbo N4 en noir. On va donc monter un NAS homemade sur du FreeNAS avec des Jonsbo N4, du processeur AMD, du Ryzen 9, de l'alimentation 850 watts Gold, du Noctua L9X65 pour le ventilateur de processeur. On va passer en DDR5, 192 Go de RAM, donc 48 x 4. Première étape, montage du processeur. Deuxième étape, montage ventilateur, montage mémoire. Et on va tester tout ça d'abord avec l'alimentation à blanc pour valider que le montage est OK. Maintenant que tout est assemblé, nous allons procéder aux vérifications de bon fonctionnement. Pour ceci, nous avons connecté sur un port HDMI un écran et sur un port USB un clavier. Nous avons procédé à l'alimentation de la carte mère et nous allons maintenant démarrer le système avec un simple tournevis pour alimenter les connecteurs. La configuration est OK. Nous pouvons constater que nous avons procédé au reset du BIOS. Nous pouvons valider et entrer dans le BIOS pour constater que tous les périphériques sont fonctionnels. La mémoire est correctement reconnue avec ses 192 Go. Nous allons enfin passer au montage dans le boîtier Jonsbo N4. On a commencé l'assemblage. Je vous fais une petite vidéo juste pour vous préciser de surtout pas oublier de prendre une rallonge d'alimentation ATX, puisque d'origine vous ne pourrez pas aller raccorder l'alimentation sur la carte mère car le câble sort sur le côté, il est déjà un peu court par rapport à l'alimentation qui est dessous en bas. De ce fait, il faudra une rallonge. Le montage mécanique de la carte mère et les disques est pratiquement terminé. On a rajouté une carte réseau QNAP 2,5 gigabits de port. Comme la carte mère n'a que 4 ports SATA par défaut, on a rajouté une carte contrôleur PCI Express avec 4 ports SATA supplémentaires. Maintenant, on va pouvoir brancher les disques et passer à la mise en service. Je vous présente le boîtier assemblé, terminé. Donc tout est monté. La partie alimentation à gauche, ventilation à droite. Sur la façade, la partie disque. À gauche, toute la partie hot plug. Donc cette partie-là, on l'a connectée à la carte mère pour avoir les fonctions hot plug de la carte mère. Et la partie droite en statique, connectée sur la carte d'extension. Et on a procédé à une première installation d'un SSD en 128 Go. Pour la partie système, on a mis FreeNAS. Et ensuite, on a créé une première grappe RAID 5 avec 3 disques de 4 Tera. Remarquez que sur les 3 disques de 4 Tera, 2 sont en format 3 pouces et demi et un est en format 2 pouces et demi. Ainsi, on occupe la capacité maximale du boîtier. À noter que le raccordement des alimentations et des baies et des SATA des différentes baies, c'est un peu compliqué. Parfois, il est possible d'avoir besoin d'utiliser une rallonge. Donc rallonge ATX
femelle Versata. Nous, on n'en a pas utilisé, mais je vous avoue que les câbles sont très tendus et que ça a été un peu compliqué. Il nous reste plus en libre que la partie hot plug, libre au prochain utilisateur, d'y insérer soit des disques mécaniques 3 pouces et demi, soit des disques SATA SSD. Alors, nous avons maintenant installé TrueNAS sur notre NAS fait maison. On a déployé en stockage, donc ici on est sur le tableau de bord, hein, l'accueil du NAS. On retrouve la version de TrueNAS, on retrouve les infos d'utilisation de CPU, les températures CPU et la mémoire. Donc on retrouve ici notre capacité 292 Go à quelque chose près. Des tâches de sauvegarde, le stockage que l'on a déclaré, l'adresse IP et des fichiers d'aide. Ici, une partie configurée qui permet de paramétrer le tableau de bord. Ce qui nous a intéressé en premier, c'était de créer dans stockage un stockage ZFS 1 avec un RAID Z1, donc 3 disques, comme je vous l'ai expliqué, physiques. On a mis du cache avec 2 x 2 Tera en disque M2. On a une capacité utile de 7 Tera. La santé ZFS est bonne. L'état des disques avec les températures est OK. On n'a pas créé de partage, mais c'est ici que vous pourriez créer des partages SMB, des partages NFS ou de l'ISCSI. Et nous, ce qui nous a intéressé, c'est de la partie virtualisation. On a créé un serveur RDS en Windows 2022 serveur. Et petite particularité, l'accès, alors ici dans les paramètres, on peut modifier la configuration de la machine virtuelle. Et on peut éteindre, allumer, redémarrer, arrêter, tout ce que l'on veut. On peut gérer les périphériques de la machine virtuelle, donc CD-ROM, disque dur, réseau. On peut ajouter ou supprimer des périphériques. Et enfin, on peut cloner, afficher, lancer des commandes shell sur le périphérique. Là, en l'occurrence, on va afficher. On s'aperçoit que Spice est l'utilitaire qui permet de visualiser les machines virtuelles, qu'il y a par défaut un mot de passe pour l'accès à la machine virtuelle. Voilà. Alors, petite précision, j'envoie un contrôle Alt-Sup. Ici, par défaut, la couche française, la couche clavier française n'est pas reconnue. Mal reconnue en tout cas, c'était un problème et bon, je l'ai contourné très facilement. J'ai déployé la couche QWERTY sur ma machine haute et heureusement, en déployant la couche QWERTY, j'ai pu accéder au paramétrage de la VM. Alors ça fonctionne très mal malheureusement, puisque maintenant que je suis passé en QWERTY, je vais être obligé de retenter l'accès à ma machine, de rentrer mon mot de passe en utilisant les touches QWERTY, ce qui est déjà un peu plus problématique. Mais on y arrive. Bien évidemment, une fois que la configuration initiale a été faite,
et que vous avez activé le bureau à distance, donc là je suis en 142, vous pouvez plus facilement accéder à cette machine virtuelle en utilisant le protocole de bureau à distance standard et votre couche de clavier français normal. Hop, donc là on va se connecter sur l'IP. Et voilà. Donc on retrouve ici le bureau à distance. C'est très réactif, hein, le fonctionnement est très bon. Sur les performances des machines, on est bien évidemment sur un environnement qui est déjà au départ très performant. On va retrouver ici notre AMD Ryzen 9 avec 12 cœurs, puisque j'ai mis exactement le même nombre de cœurs de la machine physique dans la machine virtuelle. J'ai mis seulement 16 Go de RAM, puisque là pour mes essais c'était largement suffisant, et un disque SSD de 512 Go. J'ai pas eu besoin de faire plus. L'Ethernet classique, j'ai mis 2 cartes réseau, puisque j'avais mis plusieurs cartes réseau sur ma machine physique pour tester les débits avec les cartes 2.5. Donc je vais retrouver ici les captures de performance que j'avais faites en image. Donc on voit que c'est très bon. Sur le Crystal Disk Mark, on se retrouve avec des taux de lecture de 4360 mégabits seconde, taux d'écriture 829 mégabits seconde. On est bien meilleur qu'avec des disques mécaniques, puisqu'on a 2 disques M2 en cache. J'ai utilisé également Crystal Mark Retro pour faire un check-up complet de performance de la machine. Alors bien évidemment, le score est très bon, notamment sur la partie CPU. La seule chose qui pénalise cette machine, c'est la partie 2D, 3D, et surtout 3D, puisque je n'ai pas mis de carte graphique dédiée dans cette machine. On aurait pu. J'ai hésité à mettre une carte professionnelle, un GPU professionnel, mais in fine, pour les tests, je l'ai laissé ainsi. Et puis surtout, sur la carte mère, j'avais plus de port dispo, puisque j'avais utilisé pour la carte réseau de QNAP. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura paru intéressant. L'environnement FreeNAS et fonctionnel était intéressant. Un petit bémol sur la couche Spice pour le clavier français. C'est pas super pratique, mais on peut s'en sortir. Ensuite, les applications que vous pouvez installer sur TrueNAS, comme vous le verrez peut-être plus tard, je vais faire un tuto sur TrueNAS. Mais là, en l'état, j'ai fait un déploiement de base. Ici, le paramétrage système pour les mises à jour, les paramètres généraux, le démarrage de la machine et enfin, la possibilité d'éteindre et de démarrer le NAS. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation.